C'est pour la nouvelle année. Allez, c'est bon. Vous êtes en direct sur Facebook. Bon, bah maintenant. Ça, je ferais quand même. J'ai quand même réussi à me gourer dans les boutons. Si, donc c'était bien rouge. Mais en fait, il y a un truc que j'ai du mal faire, parce qu'en fait j'ai appuyé, je regarde les boutons, je me dis putain, c'est bien allumé pourtant, puis je rappuie, c'est bon, en fait c'est bon. Et du coup, tout était bon dans le studio, je me dis ça a l'air d'être bon. Tu es prêt, ça va aller? Oui, ça va aller. Et du coup, en fait, quand j'ai fait les enregistrements, ça fait plusieurs fois que je les répète. J'espère qu'il n'a pas pensé que c'était à 10h. Hein. De toute façon, on a plein d'infos. Sinon, Paul, nous, on va dérouler nos infos. S'il n'est pas là. Ça dure 45 minutes. Non, non, non. Jusqu'à temps qu'il arrive. C'est toi qui tiens la baraque, toi. Alors, vous mettrez. Ça va le voilà. Allez, une minute d'avance. Je fais quand même là. L'indicatif. Ça, je peux l'arrêter. Ça passe plus. Enregistré son premier disque, Double Jeu, sorti le 9 février 2018. Un programme mêlant nostalgie et audace autour des 12 études opus 25 de Chopin. Olivier Corbet a remporté le premier prix du 27e concours. Florence, vite, on va fermer parce qu'il va faire le flash. Et il rentrera après à la rigueur. On peut fermer le. Il arrive, il pose son manteau. Bonjour. Bonjour. D'accord, parfait. Alors, tranquille, on a... Bonne matinée sur IDFM Radio Anguin, 9h effectivement, le flash valdoisien avec Paul Ruyer. Tout d'abord, on va parler politique, puisque dimanche soir, Antoine Savigna, candidat Les Républicains, a remporté l'élection législative partielle de la première circonscription du Val d'Oise. La représentante du parti présidentiel, Isabelle Müller-Koy, s'est inclinée avec 48,55% des voix face au candidat des Républicains qui en a remporté 51,45%. La visite du Premier ministre Édouard Philippe jeudi à Pontoise pour soutenir Madame Müller-Koy n'aura donc pas suffi. Cette élection a été organisée 7 mois après celle de juin qui avait vu la très nette victoire de la candidate La République En Marche. Une élection annulée car son suppléant a été déclaré inéligible à l'issue de plusieurs recours déposés. Poursuivons avec la réforme territoriale qui menace les actions concrètes des départements. En effet, les départements d'Île-de-France, dont le Val d'Oise, alertent la population et les acteurs locaux sur les conséquences néfastes qu'engendrera la suppression des services départementaux et l'affaiblissement des communes. Une journée sans département se déroulera donc le mercredi 7 février. L'enjeu de cette journée, sensibiliser et informer le plus grand nombre sur l'utilité des missions de proximité et les partenariats conduits par les départements. Des fermetures partielles des services départementaux sont actées dans le Val d'Oise, mais un service minimum sera assuré. Un point sur la crue, en effet, la décrue de la Seine et de l'Oise s'effectue très lentement. Encore 16 communes du Val d'Oise sont touchées par les inondations et la crue. Il s'agit de la Roche-Guyon, Auxil, Beson, Herblay, la Frette-sur-Seine, Argenteuil et Verteuil pour ce qui est de la Seine. La crue de l'Oise impacte toujours les villes de Jouy-le-Moutier, Éragny-sur-Oise, Cergy, Pontoise, Auvers-sur-Oise, Vauréal, Neuville-sur-Oise, Méry-sur-Oise et Saint-Ouen-l'Aumône. En effet, les précipitations récentes ont provoqué une remontée modérée des niveaux pour le début du week-end, mais les perspectives semblent favorables du fait d'une météo clémente pour les prochains jours. Selon Vigicru, la tendance serait à la décrue lente pour la Marne et la Seine dès ce lundi. Terminons avec de la culture et la 10e édition des entretiens européens d'Anguin qui auront lieu le samedi 10 février. Avec comme base de réflexion une question, l'Europe nous protège-t-elle? Pour leur 10e anniversaire, les entretiens européens d'Anguin accueillent de nombreux politiques, historiens, politologues et experts à s'interroger sur notre identité européenne.
Tout cela se passera à la Pergola Nova, 87 rue du Général de Gaulle, à Enghien-les-Bains. Merci Paul Rieur pour vos informations valdoisiennes. Vous avez rendez-vous maintenant avec le bar de l'économie, présenté par Florence Seur, et elle reçoit notamment Dominique Roland du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Alors Christophe, c'est quoi vous? C'était un problème de transport en commun? Moi j'habite Coulommiers. Oui, je sais, mais c'était quoi sur quelle ligne? C'est la ligne P. La ligne B? Ouais, PPP. c'est Depuis quoi, ça? 5h30, je suis dans mon train. Tiens. Et 2 heures de retard. Allez, bonne émission. Bon, merci. Bon, on y va. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Bonne journée Christophe. À tout à l'heure. Nous voici maintenant au bar de l'économie. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'information. Pour une heure, en tout cas aujourd'hui, de bonne humeur avec Francky à la technique et Paul, 14 ans, notre co-animateur de la semaine. Nos invités sont des passionnés. Ils ont de l'esprit et du cœur. Suivez-les en direct, en vidéo, via Facebook, page IDFM, ou sur la FM 98.0 et par Internet en web radio sur idfm98.fr. Alors aujourd'hui, pour parler de création animée, j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Roland. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio ce matin. Vous êtes le directeur général adjoint de la ville d'Enghien-les-Bains et le directeur du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains qui emporte le Val d'Oise dans le numérique. Aujourd'hui, grâce à vous, nous voyageons dans l'univers du film, de la publicité, des hologrammes et des humanoïdes qui n'ont plus de secret pour vous puisque le Paris Image Digital Summit vient de fermer ses portes au Centre des Arts et à la salle des fêtes. On en parle tout de suite. Nous entendrons aussi le débrief du sport du week-end, excusez-moi, par Bruno Vigoureux. Bonjour Bruno. Bonjour. Vers 9h30, les infos de Paul. Bonjour Paul. Bonjour. Puis l'interview, eh bien non, malheureusement nous devions avoir Guillaume Vuittet, l'un de nos députés du Val d'Oise, qui souhaitait intervenir sur les transports, mais lui aussi ce matin a un problème de transport, donc il ne sera pas avec nous. En tout cas, on aura plein d'informations à vous transmettre. Et puis, par contre, c'est promis, vers 9h45, la start-up du jour, ce fameux smartphone pour les nuls. Mais tout de suite, une pépite du jour, souvenez-vous de ceci. Mais c'est ça. C'est Chet Baker, hein, je me trompe. Ouais, je sais même plus ce que j'ai. Ah oui. Ah, c'est ça ce que j'ai mis? Non, je l'ai pas mis peut-être. Je dansais le twist avec mon grand-père là-dessus. Ben moi, c'est là-dessus que j'ai appris à danser le twist quand j'étais ado. Bah oui. Quand j'avais ton âge, Paul. C'est Chuck Berry, hein, c'est ça? Mais semble-t-il, hein. Ouais, je crois. Moi, je sais plus, il me semble. Pas sûr. Alors, Et Johnny l'avait chanté. le déroulé, on va tout de suite donner la parole à Bruno pour le débrief du sport du week-end. J'ai Et fait long, après, hein. Dominique, c'est à vous. Comment? J'ai fait long. T'as fait long? Ouais. Non. Si. Bon, t'as du bol. Il y a un intervenant de moins. Non, mais parce que tu sais, la coupe d'âge, tu vas voir. Bah oui. Avec Adrienne Manarino. Bah oui, oui, c'est bien. Bon, ok. Allez, on te pardonne pour aujourd'hui. Donc Paul, tu suis bien ce qu'on fait parce que quand je te passe la parole, mais bon, je vais sans doute faire une pause musicale avant pour te laisser le temps de Chubby Checker. Chubby Checker. Ouais, ce sera combien? Et ça fait combien de temps là? Là, ça fait 1 minute 45 et il reste 40 secondes. Non, bah là c'est bon, on peut diminuer le son et puis on y va. Hein. Parce que Bruno, il a beaucoup de choses à nous dire. J'ai l'impression que à la fin, c'est plutôt. Est-ce qu'on peut arrêter là? On y va? Hein? On reprend? On y va. Et oui, c'était Let's Twist Again de Chubby Checker, bien entendu, qui n'a pas appris à danser sur ce morceau.
Alors Bruno, que s'est-il passé ce week-end au niveau sportif? Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Florence, vous y avez cru, on y a cru, tout le monde y a cru. Et puis comme d'habitude, en rugby, à la fin, c'est l'équipe de France qui perd. Et ouais. C'est devenu une sale habitude. Samedi, pour son entrée dans le tournoi des 6 nations, la France s'est donc inclinée au Stade de France face à l'Irlande 15-13. C'est d'ailleurs la première fois depuis 1975 que les Français perdent lors de leur premier match dans cette épreuve. Et oui, les Bleus ont encore perdu et courent désespérément après une victoire depuis le 18 mars dernier et le succès obtenu contre le Pays de Galles. Rendez-vous compte, une interminable traversée du désert sans la moindre petite oasis pour boire un verre et souffler un peu. Du coup, avec cette défaite, la France occupe une peu glorieuse 10e place au classement mondial. Pourtant, tout n'est pas à jeter après cette rencontre. La France, en effet, si elle a beaucoup défendu, elle l'a d'ailleurs bien fait, a entrevu la lumière de la victoire, car elle menait de 2 petits points à la dernière seconde. Et c'est là que Sexton, l'ouvreur irlandais, a anéanti les espoirs tricolores avec un drop pointu comme un poignard. Les Français étaient assommés. L'équipe entraînée par Jacques Brunel, le nouveau sélectionneur, a laissé entrevoir des débuts de promesses. On va voir dimanche si elle peut se relever d'une telle déception. Elle ira en effet affronter l'Écosse à Édimbourg pour un 2e match du tournoi, déjà crucial pour la France du rugby. La France du tennis, elle, s'est fait peur, mais est parvenue, après un gros combat, à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe Davis, en éliminant les Pays-Bas 3 victoires à 1 à Albertville. Et vous savez quoi, Florence? Cette victoire, elle le doit à un petit gars du Val d'Oise, Adrian Manarino, 25e joueur mondial, né à Soisy-sous-Montmorency et formé à Aubonne au CSME. Il n'était absolument pas prévu qu'il fasse partie de l'équipe de France. Mais le capitaine Yannick Noah a dû faire face au forfait de dernière minute de Joe Wilfried Tsonga et de Lucas Pouille. Il a alors cherché un autre joueur disponible, Gaël Monfils. Non, il était en partance pour l'Équateur pour disputer le tournoi de Quito. Alors Noah a appelé qui? Manarino, qui s'entraînait à Paris. Il est arrivé à Albertville le jeudi, et le lendemain, il se retrouvait sans trop savoir comment sur le court face à De Becker. Là, Manarino était balayé en 3-7 contre un joueur classé au-delà de la 350e place mondiale. Trop gros pour être vrai. Alors malgré cet échec cuisant, Noah n'a pas hésité à relancer Adrian alors que la France menait 2-1. Et c'est donc comme ça que, comme le petit gars de Soisy a donné la victoire à la France. Elle est pas belle l'histoire? Je suis sûr que vous adorez, Florence. On va rester dans le Val d'Oise pour vous parler de l'Entente Sannois-Saint-Gratien qui, dans le championnat de national, c'est-à-dire le 3e niveau, est l'équipe championne de France du match nul. Samedi, face à Chambly, elle a en effet signé son 11e de la saison avec un score de 2-2. Ne pas perdre, c'est bien. Gagner, c'est encore mieux. Quant au PSG, il continue de voler dans le championnat de France avec une victoire claire et nette 3-0. C'est la semaine prochaine que le PSG va attaquer son premier col hors catégorie de la saison, avec un déplacement extrêmement périlleux au Real Madrid, double tenant de la Coupe d'Europe. Toute la France du football attend ce rendez-vous du 14 février, jour de la Saint-Valentin. Bonjour les scènes de ménage. Je vous sens déjà fébrile, Florence. Courage, plus que 9 jours à patienter. À la semaine prochaine. Merci Bruno. Bah oui, j'adore. Bravo, je trouve les talents valdoisiens. On les met à l'honneur autant qu'on peut dans notre émission. Merci, merci Bruno. Merci à vous. Lundi prochain. À lundi. Alors notre thème du jour, c'est l'univers de la création animée, le film, la publicité, les hologrammes, les humanoïdes. La France dispose du plus grand nombre d'écrans en Europe, 5842 écrans regroupés dans 2020 cinémas. Un Français dépense en moyenne 50 € par an pour aller au cinéma et 67,8% des Français âgés de 3 ans et plus sont allés au moins une fois au cinéma, soit 42,5 millions d'individus. C'est donc qu'on est bien loin devant, dans toute l'Europe, en fait, c'est la France qui est leader, puisqu'on dépasse l'Allemagne, qui n'a, elle, que 4637 écrans. Alors 2017 est un excellent cru pour le cinéma, 14 films font plus de 3 millions d'entrées, et 52 films enregistrent plus d'1 million d'entrées. Pour les films français, 4 films réalisent donc plus de 3 millions d'entrées, c'est Red Dingue, puis vient Valérian et la Cité des 1000 planètes, puis Ali Bibi
non, alibi.com avec 3,6 millions d'entrées. Et puis enfin, Le Sens de la Fête. Et puis donc 17 films français réalisent plus d'1 million d'entrées. Pour les films américains, 2 réalisent plus de 5 millions d'entrées. C'est Moi moche et méchant numéro 3 et Star Wars épisode 8, le dernier Jedi. Et 18 films réalisent plus de 2 millions d'entrées. Voilà. Donc Dominique Rolland, le Paris Digital Summit s'est déroulé au Centre des Arts. Alors quel bilan tirent les professionnels de la création animée qui est quand même bien implantée dans le cinéma? Oui, les professionnels aujourd'hui mettent à l'honneur ces talents que l'on voit moins facilement que les réalisateurs, puisque on récompense souvent les réalisateurs, et je crois que les Genie Awards a été le temps fort de cette édition, puisque avec la présence de Joe Leterrier qui n'avait pas, pour des raisons de santé, été présent l'an dernier pour recevoir son prix, et Joe Leterrier, je vous rappelle, pour Avatar, et également donc Phil Tippett, là où nous avons, je crois que c'est peut-être un des plus grands, puisque Phil Tippett a à la fois parcouru dans sa carrière les débuts du cinéma d'animation autour justement de ce que l'on fabriquait artisanalement, c'est-à-dire avec des modèles qui étaient en modèle réduit, voire à l'ancienne. Et ce passage de Phil Tippett a été celui qui est passé au numérique dans sa carrière, et puis avec autour le retour du Jedi, puisque cette année, la récompense pour Phil Tippett était le retour du Jedi, et puis on pense bien sûr à Jurassic Park pour ce qui le concerne. Voilà. Alors c'est vrai qu'un événement qui consacre des artistes, des talents, pas seulement des techniciens, mais des talents, pour des effets spéciaux qui prennent de plus en plus de place dans les films, eh bien, je crois que c'est quelque chose de remarquable, et c'est la France finalement qui inaugure et qui met surtout en lumière c'est ce qu'on appelle ces architectes de l'ombre. Oui, et donc justement c'est grâce aux Genie Awards que je suppose vous souhaitez faire connaître internationalement, et puis c'est un événement qui va perdurer l'année prochaine. C'est tous les ans, c'est bien ça? Alors tous les ans, oui, avec et puis cette année avec la chance de voir des réalisateurs comme Costa Gavras venir pour récompenser, pour remettre évidemment ces prix, mais surtout voir qu'il y a plusieurs distinctions dans ces génies. Il y a cette année, nous avons la chance pour le long métrage, c'est Pierre Buffin. Alors Pierre Buffin, c'est quand même un de ceux qui est le plus connu pour la France, c'est-à-dire que c'est vraiment le superviseur des effets spéciaux le plus connu, à la fois pour Blade Runner que nous avons eu la chance de voir en lien justement un peu à la fin de cette édition de PIDS, de Paris Image Digital Summit, et puis Pierre Buffin également pour American God, qui est aussi un film important et sur lequel il y a déjà une préparation du chapitre 3 et 4, et puis aussi la publicité avec Benjamin Laborde. La publicité est récompensée. Il faut savoir que dans les effets spéciaux aujourd'hui, un des secteurs qui utilise le plus les effets visuels, c'est la publicité. Alors c'est un point important puisque la France a toujours été un peu leader à l'échelle mondiale dans ce domaine. Et puis concernant l'environnement, bien sûr, Thomas Barat est un personnage pour la création des personnages, puisqu'il y a aussi les personnages, et puis les doublures également, qui est Nicolas Deveau, que l'on avait vu déjà à la précédente édition, avec un film qui est en même temps une animation pour le Futuroscope. Voilà. Parce que quand on pense effets spéciaux, effets visuels, il y a le cinéma, mais il y a aussi tout ce qui concerne les parcs d'attractions, tout ce qui concerne également le spectacle vivant, l'événementiel. Absolument. Et donc, c'est en train d'entrer dans ce type d'activité, alors qu'avant, il ne l'utilisait pas, on peut dire. Hormis la Géode à Paris. Alors, sinon, il y a toujours eu l'utilisation des effets visuels et en même temps de la stéroscopie. Par exemple, pour le Futuroscope, c'est une histoire ancienne. On pense à Jean-Jacques Hano, notamment, autour de l'aviation, de l'histoire de l'aviation, qui a été une très belle expérience, parce qu'en même temps, c'est repousser les frontières,
finalement de la technique pour rendre encore beaucoup plus performant l'effet dans le sens de l'immersion, puisqu'aujourd'hui c'est la grande question qui est posée avec les effets visuels, pas seulement, mais avec les formes de projection, c'est-à-dire on parle évidemment on parle aujourd'hui d'holographie, on parle de stéréoscopie, on parle d'image en relief. L'image en relief, oui, avec des progrès qui sont constants. Donc, ça veut dire qu'avec ces talents, il y a une avancée forte, évidemment, des technologies et de plus en plus, les salles vont s'équiper, évidemment, se doter de moyens qui ne concernent pas seulement l'image, mais également le son, puisque le son est aussi une forme d'immersion du spectateur dans un univers, dans un environnement où il a l'impression d'être dans la scène et non plus à l'extérieur. Alors, pendant ce forum, Jean Gaillard est venu présenter un rapport, mais il avait l'air de dire que le VFX est plus faible en ce moment, en tout cas en France, que dans la période 2005-2010. Pourquoi ? Alors, oui, il y a d'abord un tassement d'une partie, parce que quand on parle des effets visuels, on parle également de l'animation d'un côté, puisqu'il y a le film d'animation, et il y a des effets pour le cinéma d'animation, qui est une part de marché importante, mais qui aujourd'hui qui est stabilisée, mais qui ne progresse pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce sont les effets visuels qui progressent de 10%, c'est-à-dire par rapport au chiffre d'affaires des sociétés d'effets visuels. Mais par contre, c'est un secteur qui, évidemment, il y aura un effet retard peut-être avec les dispositions de loi des crédits d'impôt en 2017 qui vont permettre maintenant peut-être d'être un accélérateur pour faire en sorte que plus de films soient utilisés, mais il faut que ça soit utilisé, comme on dit, il faut qu'il y ait un sens à l'utilisation des effets visuels, mais les effets visuels vont prendre beaucoup plus de place, mais ça va être beaucoup plus long. Alors il y a aussi une question qu'il faut se poser, c'est que le cinéma français, disons que tous les modes d'encouragement, je prends pour exemple le CNC qui maintenant attribue, récompense plus exactement des projets utilisant les effets visuels pour des films, pour des sociétés de production. Ça veut dire que maintenant il y a un compte de soutien pour les effets visuels, ce qui n'existait pas par le passé. Donc évidemment il y aura un temps de retard, si on veut, on est un peu dans cette période où à la fois les crédits d'impôt et à la fois les encouragements qui sont maintenant dans les dispositifs d'aide du CNC vont permettre évidemment de relancer plus sur le secteur des effets visuels que sur le cinéma d'animation. Alors ça c'est important parce qu'effectivement la fiscalité française desservait le monde du cinéma. Il faut dire que on peut comprendre les producteurs français qui trouvent que c'est trop onéreux et périlleux face à la concurrence américaine parce que nous, on n'a pas le même bassin de population. C'est-à-dire que les Américains, ils ont 325 millions d'habitants qui peuvent aller dans les salles, alors que nous, on n'est que 70. Malheureusement, il faudrait qu'il y ait une langue, finalement, il faudrait qu'il y ait une langue européenne pour qu'on puisse amortir un film, en fait, non ? Oui, c'est exact. C'est-à-dire, nous avons évidemment pas le même bassin entre guillemets de consommation et de spectateurs des salles, bien que la France soit, comme vous l'avez souligné très bien, et la mieux dotée. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un aménagement du territoire qui a permis, depuis les années 1970, eh bien, de voir des salles et des salles évidemment commerciales, mais aussi des salles d'arrêt-essai avec un classement permettant à ces salles, par exemple, sur ce qui est intéressant dans le système français, c'est la péréquation, si vous voulez, sur l'entrée si vous voulez, du cinéma. C'est-à-dire que sur cette entrée, plus vous avez de recettes de films commerciaux, plus vous avez d'aide à la création pour le cinéma. Et il faut savoir aussi que les salles, comme ce qui est le cas pour Enghien-les-Bains, nous sommes dotés du meilleur matériel de projection, y compris pour le cinéma en relief. Eh bien, vous faites finalement, vous constituez sur le nombre d'entrées un capital qui vous est reversé pour l'achat suivant d'un nouveau projecteur de cinéma. Ça veut dire que il y a, si vous voulez, sont injectés par ce système finalement de reversement sur les recettes qui sont encaissées, eh bien vous avez la possibilité de développer votre cinéma, et les salles françaises sont particulièrement bien dotées
en nombre et à la fois en équipement. Merci Dominique. Alors, voulez-vous que je vous cite, je vous ai cité tout à l'heure les succès, je vais vous citer maintenant les plus gros flops de l'année 2017. Alors pour les Français, c'est Plongée de Mélanie Laurent avec 34 800 entrées et Le Fidèle avec 44 400 entrées. Et enfin en troisième position, c'est Bad Buzz de Stéphane Kazandjian avec 40 400 entrées. Côté américain, les plus gros flops sont Outsider de Philippe Falardeau, qui n'a attiré que 21 600 spectateurs, et The Last Face de Sean Penn avec 42 600 entrées. Le marché du DVD maintenant capte 75% du marché en valeur avec un chiffre de plus de 595 millions d'euros, tandis que la vidéo à la demande représente 344 millions d'euros de vente. En fait, certains distributeurs ne permettent même plus l'achat d'un DVD et l'on note également que certains fabricants de télévision ne fournissent même plus de prise Péritel pour vos lecteurs de DVD quand vous achetez une nouvelle télé. Donc, si vous voulez acheter une nouvelle télé, faites bien attention et regardez derrière. Les films français génèrent 33% tout de même des recettes réalisées sur les DVD et les VOD, et les films américains, bien sûr, 55,3%. Dominique Roland, je vous propose une petite pause musicale et on revient tout de suite pour parler du Paris Image Digital Summit. Voilà, je vais laisser celle-là. C'est un clip, ça. C'est un clip, ouais. Ah mince, j'ai oublié de mettre à combien il fallait démarrer. On peut pousser un peu? Non. Est-ce que vous connaissez la chanson 50% rock, 50% swing? C'est Danny Briand. Donc je propose, Dominique, de vous demander maintenant qu'est-ce qui vous a marqué le plus, hein? Ou est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur... J'avais des chiffres, mais... Bah si, allez, allons-y. C'est un peu... Ouais, des chiffres sur les résultats du PID. Vous avez peut-être déjà... Non, je ne les ai pas donnés, donc je les ai pas. Donc vous pouvez commencer... Même si je vous demande qu'est-ce qui vous a marqué le plus, commencez par les chiffres, parce que c'est intéressant. Bien sûr. Il faut aussi en profiter, puisque vous avez parlé des chiffres, de parler des offres d'emploi, alors. Oui, justement, la job fair. La salle, ouais, la job fair. Bien sûr. Ce serait bien. C'est le nouveau titre de Danny Briand. Paul, on va donc poser une deuxième question à Dominique Roland et après je te passe la parole pour les infos. Il faut que je me prépare moi aussi. Elles sont où les infos? Elles sont là. Du coup, ce sera elle la première Oui, je vais commencer par les muséums. Ok. J'ai pris des infos qui... Enfin, une qui est un peu... qui concerne où on est dans le même domaine en fait. Il y avait un salon, c'est le Museum Connection, vous connaissez? Non. C'était porte de Versailles, du 17 au 18 janvier. 300 sociétés exposantes quand même. Je trouve que c'est pas mal. Mais pas dans ce secteur. Dans le secteur du musée, société de service. Oui, société de service. Société de service pour les musées, oui. Ah, mais justement, les VFX ils devraient y aller, ils devraient être représentés. Il faut former d'abord. Hein? Il faut former d'abord. Il faut former. Des spécialistes sur ces sujets. Ah oui. Mais ça commence. J'ai parlé déjà de start-up. Une qui fait ça, d'ailleurs qui est implantée dans l'université de Paris 13. À Paris 13. Oui. À Incube 13. Je sais pas comment... C'est l'incubateur de Paris 13. Ça doit être ça, oui. On va y aller? Et bien sûr, IDFM, c'était Danny Briand, son nouveau titre, son nouveau disque en fait, mais avec un extrait, c'est l'amour qui rend heureux. Bon, on est tout à fait d'accord, n'est-ce pas, Dominique Roland qui est avec nous ce matin. Dominique Roland, je vous le rappelle, c'est le directeur général adjoint des services de la ville de Lyon et surtout
le directeur du Centre des Arts, qui nous a offert ce forum, le Paris Image Digital Summit. Alors Dominique, qu'est-ce qui vous a marqué le plus à ce forum? Je crois que dans le cadre de ce festival, parce qu'on peut dire, il s'agit bien d'un festival à la fois avec deux dimensions, une vers les professionnels. Je pense que les professionnels, eh bien, la chance cette année, c'est d'avoir organisé, et cette fois-ci avec un autre lieu, qui est en l'occurrence la salle des fêtes, c'est d'organiser cette job fair, c'est-à-dire de permettre à des jeunes sortis d'école de rencontrer des sociétés, en l'occurrence cette année 11 sociétés et 1000 rendez-vous. Alors, il est trop tôt pour dire, pour donner le résultat, parce que il y a un passage, disons, il y a une forme d'incubation après les entretiens, des entretiens qui ont été passionnants. Eh bien, 1000 rendez-vous sur 2 jours, puisque nous avions à la dernière édition seulement une journée consacrée à Job Fair. Cette fois-ci, on est passé à 2 jours et 2 jours bien remplis auprès de 11 sociétés. Donc 1000 candidats pour des postes. Donc pour 11 sociétés. Alors, c'est pas forcément 1000 candidats, mais c'est souvent, sur ces 11 sociétés, il peut y avoir 2 rendez-vous, le même candidat. Donc, il faut ensuite eh bien, regarder de près les chiffres et surtout les emplois, parce que nous avions précédemment plus de presque 200 emplois qui avaient été pourvus grâce à cette job fair. Et puis, il y a un autre élément, c'est de savoir que nous avons eu 683 accréditations sur 2 jours, c'est-à-dire 70 intervenants, avec donc des masterclass, mais aussi des conférences, des tables rondes, avec 25 tables rondes. Donc c'est quand même un point important, avec des études de cas sur des films. C'est-à-dire nous avons tous les étudiants des écoles d'effets spéciaux et d'effets visuels. Et puis également, un point très important, c'est la jeunesse. C'est-à-dire de donner un accès à ces conférences ou sous d'autres formes à des masterclass. Savoir quand même que 16 classes d'anglais ont participé à cette édition, c'est-à-dire sous forme de masterclass, avec très adapté, puisque selon les niveaux, s'il s'agissait des collèges, des écoles ou des lycées, et puis 6 établissements du Val d'Oise quand même. Donc ça veut dire que nous avons eu un peu plus de une centaine de jeunes qui ont bénéficié cette année de ces temps de sensibilisation, on peut les appeler ainsi, et surtout de voir qu'il y a un engouement pour ces métiers, il y a un meilleur repérage, et je crois que ce festival y sert à la fois pour être la rencontre incontournable pour les professionnels et pour l'emploi, mais également pour les jeunes et pour les futurs métiers, ce qu'on appelle les métiers d'avenir. Bien sûr, et d'ailleurs, nous avons fait un appel parce que nous avons reçu 2 sociétés spécialisées dans les effets spéciaux la semaine dernière. Et effectivement, ils recherchent des graphistes, énormément de graphistes. Donc, il y a quand même du travail en perspective, en tout cas pour la région parisienne. Alors, vous avez parlé de table ronde et de réflexion. Qu'est-ce qui a marqué le plus au niveau de ces réflexions? Écoutez, les tables rondes avaient à la fois les études de cas, bien sûr, il s'agit de faire l'analyse des films et des techniques utilisées, bien sûr, puisque pour comprendre les effets visuels, il faut savoir que sur des films importants à l'échelle Phil Tippett, par exemple, en tant que superviseur, c'est une centaine de personnes qui travaillent. Donc vous avez une chaîne de production avec des spécialistes sur les matières, d'autres sur les personnages, les autres sur les doublures, les autres sur tout l'environnement paysager. Donc, et, si vous voulez, il y a des niches, si vous voulez, sur le plan professionnel. Ce qui est de plus en plus sûr, c'est que maintenant nous avons des généralistes, c'est-à-dire avoir une approche générale des effets visuels passe évidemment par une connaissance plus approfondie de ce qui est la culture du secteur d'activité. Alors oui, ce que je trouve le plus marquant, c'est la place de plus en plus importante des hologrammes, à la fois dans le cinéma, et il y en a qui ont fait date, et dans Star Wars notamment, hein, on voit apparaître ces hologrammes qui sont un peu brouillés, un peu comme des ondes, vous savez. Donc ça a fait en quelque sorte une esthétique qui maintenant est connue, est un peu labellisée en quelque sorte, et puis de voir les humanoïdes apparaître. C'est-à-dire que pour fabriquer une doublure, vous prenez un acteur qui ne peut pas réaliser une cascade, eh bien on va utiliser un cascadeur qui va être sa doublure, et on va reconstituer
l'expression du visage. On va reconstituer exactement le même personnage avec la création d'une doublure. Alors ce qui est fort, et c'est là où le cinéma joue à plein, c'est de voir que la doublure et le personnage authentique sont un même et seul personnage. Voilà, nous ne sommes plus comme à une époque où nous avions une doublure dont on ne voyait pas toujours le visage. Maintenant, la doublure est la même personne que l'acteur. En fait, c'est notre avatar, si je puis dire. C'est notre avatar, et ce qui est aussi étonnant, c'est de voir maintenant que l'holographie intervient, c'est-à-dire que les effets visuels arrivent sur la scène. Plus seulement dans le cinéma, mais arrivent sur la scène, c'est-à-dire en fabriquant des personnages, souvent des personnages qui ont disparu, que l'on fait revivre. C'était le cas de chanteurs comme Claude François, comme Dalida, par exemple, et bien reconstitués à partir de l'expression, c'est-à-dire en allant regarder un film dans lequel chante Claude François avec les Claudettes, et à partir des expressions de la danse, du corps, de la mimique aussi, tout ce qui est aussi l'expression chantée, eh bien une reconstitution du personnage, donc la création d'une doublure. Là nous sommes dans les techniques du cinéma, mais après c'est autre chose, c'est-à-dire le mettre en scène et faire jouer ce personnage avec de vrais musiciens. Donc c'est véritablement aujourd'hui une évolution de ces métiers qui vont nous amener non seulement pas à quitter le cinéma, mais à élargir le champ, je dirais, des formations professionnelles vers des métiers qui vont être les scénographes des effets visuels sur la scène. Pour le théâtre, ça va être valable pour la danse également, ça va être valable également pour la musique, et puis faire évoluer aussi ces métiers vers la scénographie dans les musées. C'est intéressant parce que vous avez dans les musées, vous pouvez avoir dans un musée historique, voir apparaître un personnage que l'on reconstitue à partir des photos, des gravures, de tous les éléments iconographiques, et que l'on va faire revivre à partir de son histoire. Et ces personnages, on va leur donner une vie dans le musée, et c'est tout à fait étonnant de voir que ces métiers vont être bientôt des métiers très attendus dans le milieu, surtout des musées, des galeries à l'échelle mondiale. Oui, alors c'est vrai que ça se développe beaucoup, et puis ce qui se développe aussi, c'est l'utilisation des effets spéciaux pour les téléfilms. Ça, on n'en a pas parlé du téléfilm, mais là aussi on voit les effets spéciaux qui arrivent pareil, aussi bien dans les séries américaines que dans les séries françaises. Et ça, c'est plutôt un nouveau marché pour les fabricants de VFX, comme on dit. On n'appelle pas ça effets spéciaux dans le langage professionnel, mais VFX. Parce que c'est plus facile à dire d'après eux. Alors, savez-vous, Dominique, quels sont les films les plus diffusés à la télévision et combien de fois? Eh bien, sur la TNT, en fait, on a repéré 5 films qui sont apparus à la télévision pour la 17e fois. Et je vais vous donner les titres des films les plus publiés à la télévision. Eh bien, c'est les 11 commandements, puis viennent les Bidas en folie, 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, 2 super flics, et puis les super flics de Miami. Et le film qui passe vraiment tout le temps à Noël, à votre avis, Dominique, c'est... Eh bien, le Père Noël est une ordure. Oui, ça va de soi. Hein, qui ne l'a pas vu? Je crois qu'il y avait les tontons flingueurs aussi qui reviennent régulièrement. Oui, voilà, mais bon, c'est pas encore à la 17e rang. On a encore un petit peu de temps. Alors, je vous propose maintenant de partir sur des informations. Paul a beaucoup d'informations à nous dire. Et je crois que pour la première, Paul, c'est le Museum Connection, le rendez-vous du business en culture, qui a compté cette année plus de 3800 visiteurs. C'était du 17 au 18 janvier à la porte de Versailles. Alors, 300 sociétés exposantes et 20 heures de conférences internationales se rassemblent autour des professionnels pour rechercher différentes sources de valorisation des musées et de nouveaux produits et services d'expertise et d'échange. Un groupe immobilier a décidé de proposer des expériences d'immersion dans la promotion immobilière. Et oui, en 2017, Quartus Immobilier a intégré First and Personal Experience, une start-up spécialisée dans la création d'expériences immersives qui allie jeux, art et technologie afin de révolutionner les usages de la promotion immobilière, c'est-à-dire proposer des visites immobilières en 3D. Alors, combien de temps passe un internaute à lire une publicité sur le net?
Le temps de visibilité d'une vidéo publicitaire est de 19,6 secondes. La France est le leader européen en matière de transformation digitale des infrastructures IT, informatique, ça veut dire. Une étude a été réalisée auprès de 200 directeurs de services informatiques et décideurs informatiques en Europe sur la transformation digitale des infrastructures IT. Pour 82% des DSI européens, la transformation de l'infrastructure est encore un travail en cours. La France est particulièrement stimulée par l'écosystème qui est dynamique et qui apporte une disruption, un facteur majeur de transformation pour 48% des organisations françaises, soit près du double du taux des autres pays européens. La France est également très ouverte à l'externalisation. 56% des entreprises françaises externalisent la plupart de leurs infrastructures traditionnelles, soit près du double des taux des autres régions, contre 42% des DSI européens sont plus intéressés par des solutions sur site pour leur simplicité d'utilisation, flexibilité et sécurité, que de se tourner vers l'extérieur. Alors enfin, Paul, qui gagne et qui perd dans le budget 2018 de la France? Alors, le gouvernement vise un déficit public à 2,6% du PIB et espère réduire la dette publique et certains prélèvements obligatoires. Les ministères intervenant aux côtés des collectivités, le logement et le transport sont pénalisés, tandis que l'écologie, l'éducation et la culture sont plutôt gagnants des arbitrages. Pour les collectivités, Paul, 4 marqueurs se dégagent clairement. Lesquels? Alors, le maintien des dotations, également l'engagement par contrat entre les communes et l'État sur la baisse des dépenses de fonctionnement, la réforme de la taxe d'habitation et bien sûr le transfert d'une part de TVA aux régions pour compenser le manque de recettes aux communes. Dernière info du jour, Paul, le livre se hisse partout sur la première marche d'accès au savoir et à la culture pour tous et partout. La région Île-de-France a décidé de développer des actions culturelles autour du livre vers les lycéens et les apprentis en CFA. Depuis le 22 janvier, place aux leçons de littérature dans les lycées de la région. Vendredi 16 mars 2018 sera la remise du prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle au Salon Livre Paris. Du 14 au 28 mai 2018, la quinzaine de la librairie pour les lycéens. Dans le cadre de chacune des actions du dispositif, les élèves participants se verront remettre des chèques livres réalisés dans la librairie partenaire ou sur le Salon Livre Paris. Par ailleurs, la région Île-de-France poursuit son programme de résidence d'écrivains qui encourage un auteur dans sa création par le biais d'une bourse qui lui est attribuée. Prenez contact avec votre établissement. Merci Paul. Allez, je vous invite à une pause musicale. On va écouter Calogero, Je joue de la musique, et son nouvel album. Voilà, c'est tout pour les infos. On revient après au PIZ. Est-ce que vous pouvez mettre un petit peu plus fort, s'il vous plaît? Donc après, je propose qu'on parle des humanoïdes de nouveau, non? Ou est-ce que vous voulez dire autre chose? Les humanoïdes, là, vous voulez qu'on parle des humanoïdes ou pas? Ou est-ce qu'on passe tout de suite à l'évolution? Oui, vous en avez un petit peu parlé? Oui, un peu parlé, oui. Faut creuser un peu plus, peut-être. Si, on peut peut-être creuser un peu, et comme ça, vous pouvez commencer à parler des bains numériques. Oui, ça va. Hein? Bien sûr. Vaste sujet. Je sais bien que vous êtes en plein dedans. Enfin, voilà. Ou alors sinon je vous demande, on parlait des humanoïdes et des hologrammes, est-ce que vous allez les utiliser, comment est-ce que... C'est le cas, oui. C'est peut-être ça. Ouais. Alors ça, il n'est pas là. Non, donc moi, ma dernière question, c'est quelles évolutions sont les plus significatives pour les VFX, ça c'est sûr, et puis l'utilisation des hologrammes dans le spectacle. Hein? D'accord, très bien.
Je crois que c'est ça. Et puis après, je vous redonnerai la parole pour un mot de conclusion, un peu plus tard, mais on passera d'abord la start-up, comme ça vous laisse le temps. Bien sûr. Ouais, c'est bon? Alors sur EDFM, Dominique Roland, directeur du Centre des Arts, est avec nous. Nous parlons du Paris Image Digital Summit et surtout des effets spéciaux dans notre monde actuel, c'est peut-être du virtuel, mais c'est très intéressant et très agréable à l'œil, en tout cas, de voir tout ça. Alors on parlait de l'arrivée des hologrammes qui commencent à faire une petite place. Alors comment vous les utilisez au Centre des Arts à Enghien? Oui, au Centre des Arts Enghien-les-Bains, nous avons on ne peut pas dire une spécialité, mais une expertise depuis maintenant un peu plus de 12 ans. Nous travaillons avec... alors la technique est simple et c'est une technique qui a été inventée au 19e siècle par un monsieur qui s'appelait Pepper. Alors on appelle ça Pepper Ghost parce que c'était à l'époque l'utilisation, à l'époque d'ailleurs de la création du cinéma, puisqu'on utilisait l'apparition de fantômes par des effets visuels déjà dans les baraques foraines, en même temps que les premières images du cinématographe. Donc l'époque de la fin du 19e siècle et début du 20e siècle est une époque finalement de curiosité, de découverte, où l'on voyait finalement quelqu'un en image s'animer au même titre que ses premiers hologrammes. Alors, hologramme, il y a hologramme et hologramme. Il y a une société japonaise aujourd'hui qui a été en capacité avec le laser de pouvoir faire apparaître, mais alors c'est pas plus de 25 voire 30 cm de haut, un personnage qui s'anime dans l'espace sans aucun écran. Parce que la question pour nos auditeurs qui est à la fois simple, c'est de savoir que toute projection d'image repose pour les hologrammes sur la croyance finalement. Pour croire, il faut avoir l'impression de voir vraiment un personnage. Et souvent, nous partons d'un écran qui est plat, c'est-à-dire en 2 dimensions, évidemment avec un écran physique sur lequel nous projetons une image. Et dans l'utilisation du Pepper Ghost, puisque cette utilisation est apparue à la fin du 19e siècle dans ce qu'on appelait l'époque victorienne, eh bien c'est de voir que c'est un écran transparent et nous projetons l'image sur le plafond ou sur le sol qui renvoie sur cet écran transparent et qui reconstitue le personnage à l'échelle 1, c'est-à-dire à l'échelle humaine. Alors ça c'est pour la petite histoire, si vous voulez, de la fabrication du Pepper Ghost. C'est le dessous de l'histoire. Hein. C'est le dessous de l'histoire, les coulisses de l'histoire. Puis après, il y a ce qu'on appelle véritablement l'hologramme, là qui est actuellement, nous ne sommes pas encore en capacité, mais nous allons arriver très vite à le faire. C'est-à-dire que nous avons cette société japonaise qui aujourd'hui est en capacité de pouvoir réaliser un hologramme sans écran cette fois-ci, dans l'espace sur 30 cm avec des effets tout à fait étonnants. Alors c'est un peu le début. Je crois que ce qui est surtout intéressant, c'est quand on parle de croyance, c'est surtout de croire à ce que l'on voit. Alors je pense que cela fait appel finalement au talent de ceux qui mettent en scène, et je pense à Méliès, parce que Méliès, finalement, mieux que d'autres, à l'époque où le cinéma, la naissance du cinéma, était un personnage qui utilisait tout ce que l'on utilise dans, évidemment, l'illusion, le théâtre d'illusion. Je pense que ça passe par ce théâtre d'illusion, c'est-à-dire où les apparences, il faut croire au personnage. Vous avez un personnage qui est sur scène, en réalité c'est une image qui est projetée. Évidemment, la qualité des images aujourd'hui n'est pas celle du cinéma, évidemment, de l'époque où on tournait en 35 mm, parce qu'il y a une amélioration, c'est-à-dire que plus vous avez de matière, de résolution sur l'image, plus vous avez de densité, plus vous donnez avec le volume, c'est-à-dire avec l'ombre portée, la lumière, plus vous allez donner la notion de ce qu'on appelle de présence du personnage. Et quand il se met à parler, ce qui compte, et nous l'avons appris en l'expérimentant, c'est pas seulement l'image, c'est le son. C'est-à-dire quand vous avez quelqu'un qui touche sa veste, comme je suis en train de le faire en ce moment, et vous sentez cette impression, vous voyez le personnage sur scène en hologramme, mais en même temps, si vous entendez ses pas,
ça va vous renforcer cette illusion de présence du personnage. Ah oui, de croire que c'est une vraie personne et qu'elle est là. D'ailleurs, vous l'avez utilisé pour l'Assemblée générale des villes créatives de l'UNESCO au mois de juillet dernier. Oui, vous avez fait venir la directrice générale de l'UNESCO sous forme d'hologramme. Oui, c'est exact, avec un effet, vous voyez, qui est très simple, qui permet de croire encore. Je parle, la croyance, c'est le premier élément. C'est finalement, vous faites entrer votre personnage qui est filmé, vous le faites entrer par la scène, c'est-à-dire par les coulisses. Le fait d'entrer par les coulisses déjà donne l'effet de croire déjà que quelqu'un entre en scène. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Ce sont des vieux trucs. Et ensuite, le fait de mettre, par exemple, un vrai micro devant, c'est aussi donner l'illusion qu'il y a un objet qui est physique qui est à côté, qui lui donne encore plus son existence. Voilà. Alors, ce que nous sommes en train de préparer, quelque chose d'assez étonnant, parce que c'est une rencontre entre le savoir-faire japonais et le savoir-faire français, c'est qu'au Centre des Arts, nous préparons une création avec le Japon d'un hologramme qui est une chanteuse virtuelle qui s'appelle IA, et je crois que c'est dans le top 2 au Japon. Ce sont des millions de vues sur Facebook. Et ce personnage va être doté d'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on rajoute à ce personnage, à cet hologramme qui va chanter sur scène, donc cette personnage chanteuse, avec de vrais musiciens qui lui donnent encore plus sa présence, qui incarne sa présence, eh bien, elle va être dotée d'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'elle va faire sa carrière d'artiste et elle va apprendre au contact du public comme un petit bébé de 6 mois à 1 an, à 2 ans, comme aujourd'hui on est en capacité de le faire, et y compris elle envoie des SMS à ses spectateurs, elle est capable d'interagir avec. Et c'est ce que notre pari, c'est justement le lancement de cette nouvelle création de IA avec une musique ce qu'on appelle de la J-pop, la Japan Pop, avec 4 musiciens, elle, sur scène, avec évidemment toute une technologie, c'est-à-dire d'enregistrement du personnage, de sa doublure, du Vocaloid, puisque c'est de la voix artificielle, donc c'est un logiciel, et de pouvoir la faire chanter, d'abord elle va chanter en japonais, mais elle va pouvoir ensuite chanter en chinois, en français. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, parce que c'est donner naissance à un personnage qui n'existe pas, mais auquel on croit. Merci Dominique Rolland, je crois que tout ça c'est pour le mois de juin, on a hâte de voir, parce que là on se pose quand même quelques questions, justement, va-t-on y croire ou pas? Mais l'évolution des VFX, ça n'est pas que ça, c'est aussi tout simplement du développement de logiciels et de matériel. Et donc chaque mois, je vais vous proposer une société ou plusieurs. Donc en mars est prévu le groupe Quad, et puis en avril probablement Jean Collat Prunier avec sa société, sa start-up qui s'appelle Fairy Tools ou Filmflow si vous voulez. Mais tout de suite, je vous propose, on vous l'avait promis, c'est bon, c'est maintenant, c'est le smartphone pour les nuls avec Oki. Aujourd'hui, dans l'émission Un jour, une start-up, à mes côtés, la société Oki, représentée par Stéphane Lissilour, qui va nous présenter la société et le produit. De quoi s'agit-il? Alors, il s'agit d'une offre qui inclut du matériel, c'est-à-dire un téléphone, un smartphone, du logiciel que nous avons créé, développé. Après, on va voir si on a encore le temps ou si c'est fini. On aura à peine 1 minute. Le produit est. Vous voulez dire quelque chose? Non. Je dis au revoir et puis c'est bon. De toute façon, on a dit le principal là. Ils sont réticents à la technologie, mais pas aux avantages qu'apporte la technologie. Alors, on a créé ce smartphone, pas uniquement pour les seniors, mais pour toute personne qui se retrouve avec un vieux téléphone et qui hésite à passer le cap d'achat d'un smartphone parce qu'ils ont peur de l'utilisation. Oui, ils ont peut-être aussi peur de ne pas savoir utiliser toutes les applications, parce que Dieu sait si on peut en télécharger beaucoup, notamment sur les plateformes de type Apple Store ou même la plateforme Google Play. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire combien ça coûte? Est-ce que c'est un abonnement une fois qu'on a acheté le matériel? Le prix et à quoi ça nous engage? Alors, l'offre que l'on fait actuellement est de 199 € et elle inclut bien sûr le smartphone, le logiciel et 3 mois d'assistant inclus dans ce prix. Si le client souhaite continuer après 3 mois, nous offrons pour 3 mois supplémentaires, des séries de 3 mois supplémentaires,
C'est très bien ce téléphone. Pour les gens qui ont des soucis ou même un handicap, il y a très peu de touches. Je crois qu'eux aussi ils sont sur le Val d'Oise. Mais je ne sais plus où est-ce qu'ils sont incubés. Alors, comment vous est venue l'idée de cette nouvelle application qui comprend matériel, logiciel, et depuis quand? Bien, déjà depuis 2 ans et demi, 3 ans, on s'est rendu compte que sur le marché, il y avait de plus en plus de technologies, de plus en plus de services, mais finalement, toute une tranche de la population ne s'y retrouvait pas et se retrouvait finalement exclue, sans oser prétendre à accéder aux bénéfices du monde digital, et se retrouver un peu écarté et se retrouver très frustré. Donc, on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire, on a beaucoup travaillé avec des panels de clients potentiels, et on a très vite compris où étaient les blocages, et ça nous a permis de guider le design, la définition de notre produit. Alors, votre société est basée où? Le siège de notre société est à Laval, en Mayenne, dans l'ouest de la France, où on a été accueillis par la Technopole de Laval, qui nous a permis de nous développer. Et maintenant, on est en phase de développement depuis plus d'1 an. Oui, il faut expliquer à nos auditeurs que la Technopole et Laval est est très connue maintenant pour avoir tout un panel d'entreprises qui sont spécialisées dans l'innovation et dans des idées de développement très orientées nouvelles technologies. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils vous ont adopté, si je puis dire. Alors, actuellement, vous avez pu développer votre produit et le vendre. À combien êtes-vous de clients et qu'est-ce que vous recherchez en venant ici aujourd'hui? Bien, on a actuellement plusieurs centaines de clients, sans dévoiler les chiffres exacts. Et aujourd'hui, bien, nous recherchions 3 choses. Déjà, le contact avec d'autres startups qui est toujours... Je lui demande les clients parce que c'est important quand on achète du matériel d'avoir confiance qu'ils ne vont pas se casser la figure tout de suite. Au niveau comportement de start-up. Vous êtes devenu un spécialiste de... On cherchait également... En fait, c'était rigolo parce que ceux que j'ai vus au VFX, là, les plus âgés, j'avais l'impression de me retrouver 20 ans en arrière quand j'avais ma revue dans la conception assistée par ordinateur. C'était les mêmes. Et d'ailleurs, on en a parlé, c'était drôle. On parlait du salon Imagina qui avait lieu à Monaco. Moi, c'était mon domaine. Il y avait des pionniers, là, des Imagina ici. Oui, Christian Guillon, que j'ai eu ici au lui et moi. Il est super. Oui, mais alors... Mais ce qui me vient la première chose... Ils sont tous super, en fait, quand on les écoute. C'est personnalité. De ne pas hésiter à foncer, de regarder les détails, mais pas trop. Donc c'est bien parce qu'il n'y avait plus de salon. De ne pas passer trop de temps. Comme c'est pas très rentable, il y a peu de... Pour convaincre tout le monde et se convaincre soi-même. Mais à la fin, je ne pense pas qu'une seule start-up ait vraiment... Un salon uniquement sur ce thème, c'est pas très rentable. Non. Alors, revenons à l'entreprise et à vos projets. Mais on voit bien la nouvelle manière de faire des salons, ça change complètement. C'est de faire des pitchs, exactement comme l'exposition que vous avez fait, c'est à la serrerie. C'est ce qu'on va faire. Tout se passe comme ça maintenant, surtout dans les nouvelles technologies. C'est ce qu'on va faire au bas numérique. Et même là, je trouve moi que pour moi, ce qui a manqué, c'est le côté industriel. Ce week-end, j'étais dans des écoles d'ingénieurs pour Adrien. Et toutes les écoles d'ingénieurs se mettent à faire de l'imagerie numérique. Mais évidemment, côté industriel, et ça, on l'a pas retrouvé. À la limite, ça serait bien d'allier les deux. Parce que ça y était à Imagina avant, il y a 20 ans. Bien sûr. Bien sûr. Là, c'est une évolution possible du Paris numérique. Digital Summit. Peuvent être des fois pas très valorisants. L'alliance, justement, l'alliance de ces métiers du visuel avec l'industrie, ça marchera très bien. Oui, tout à fait. Parce qu'en plus, ils les utilisent bien sûr. pour les crashs automobiles, pour tout. par exemple l'EDF, je sais pas, pour la simulation de fluide, pour la simulation. Oui, je crois que ça reprend la notion très anglaise d'ailleurs d'agility, d'être agile en fait. Et je crois que c'est ça que vous voulez dire. Alors, dernière question. Si on veut acheter votre solution, on va appeler ça comme ça, Oki, où la trouve-t-on? Est-ce qu'on télécharge sur Internet? Est-ce que c'est vendu dans des magasins? Alors, l'offre est disponible à la fois sur notre site internet, www.oki, donc 2ok2e.fr. Nous la trouvons également sur les grandes plateformes de e-commerce et de vente en ligne, telles que Amazon,
et toute la grande distribution française commercialise notre produit. Et nous sommes actuellement en train de développer, via des agents commerciaux et des indépendants commerciaux, tout un réseau de proximité dans des petites boutiques qui sont elles-mêmes très proches des clients, ce qui correspond bien à la philosophie de notre produit. Donc le maillage n'est pas encore très dense, mais dans l'ouest de la France, vu que nous venons de l'ouest de la France, on commence déjà à voir 10, 15, 20 boutiques qu'un agent commercial est en train de développer actuellement. Merci beaucoup. Je vous remercie. Et bien voilà, quelques nouveautés produits. On vous a emmené dans le futur et dans la réalité aujourd'hui avec Dominique Rolland, directeur général des services de la ville d'Anguin. Merci beaucoup Dominique d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. À très bientôt. Notre émission se termine. Portez-vous bien. À demain. On se quitte en musique avant l'arrivée d'Isabelle Durand et de son équipe. Et voilà. Bon. Ça c'est bien. Bon.